Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mi-année, le Mid-Year Freakout Book Tag. Je l'avais tourné une première fois, mais je n'étais pas du tout satisfaite du rendu, donc je vais essayer une seconde et j'espère que ce sera la bonne. Je ne vais pas déblatérer plus longtemps et on va commencer tout de suite avec la première question. La première question, c'est tout simplement le nombre de livres que j'ai lus cette année et selon mon ordinateur et les petites questions que j'ai faites, j'en ai lu 32, donc ça compte romans et graphiques confondus et tous les genres, tous les supports confondus parce que j'ai lu pas mal en audio depuis le début de l'année. Je vais vous faire un petit point statistique avant de commencer parce que j'ai décidé là dans l'instant. Je me munis de mon ordinateur, de mon tableau de lecture. Et alors du coup, j'ai, comme je vous disais, lu 32 livres depuis le début de l'année. J'avais un objectif de 20 pour toute l'année 2025, donc je l'ai réussi. Je l'avais exprès mis à 20 parce que je sentais, je sais pas, mon rythme de lecture, je sentais que ça allait pas le faire jusqu'à 50. Mais écoutez, voilà, je l'ai mis à 20, j'ai réussi 20, c'est très bien. Et on verra comment ça se passe après. Mais bon, dans tous les cas, globalement, c'est pas une très bonne année de lecture. Je pense que vous l'aurez compris au vu de mon absence sur YouTube, voilà. Ce qui est moins bien, moins bien et bien en même temps, c'est qu'il y a 40 livres qui ont rejoint mes bibliothèques, qui ont rejoint ma palle. Même pas forcément un palle parce que j'ai, on m'a offert des livres que j'avais déjà lus. Mais en tout cas, il y a eu 40 livres, achetés, reçus et pour vous faire un petit point pal très rapide, il y en a désormais 53 dans ma pile à lire, ce qui fait encore beaucoup. J'ai déjà baissé un peu parce que j'ai fait un unhaul. Voilà, j'ai fait un tri dans mes bibliothèques et il y a tout ça qui est parti. Que ce soit des livres que j'ai lus et plus ou moins appréciés et des livres que j'ai juste pas lus et que j'ai plus envie de lire. Enfin bref, pour tout un tas de raisons. J'ai pas encore fait la vidéo, donc je vous laisse me dire dans les commentaires si vous voulez un haul en vidéo YouTube ou plutôt sur Instagram. Voilà, dites-moi et je ferai en fonction parce que je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo sorte demain pour moi, puisqu'on est samedi à l'heure où je tourne. Bref, donc j'en ai 53 à l'heure actuelle dans ma pile à lire. En autre petite statistique qui peut être cool, c'est les formats de lecture parce que j'ai vraiment beaucoup lu en audio. En format papier, pour vous dire, j'ai lu 5, 10, 14 livres en format papier. 5 en e-book et 16 en audio. Si vous faites les calculs, ça fait probablement pas 32, voire mais plus, mais c'est tout simplement parce qu'il y en a que j'ai lu en double format, parfois en e-book plus audiobook ou en papier, e-book, papier, audio, bref, vous avez capté. Mais voilà, le format audio est assez révolutionnaire pour moi cette année. J'adore ce format. Je trouve que c'est l'idéal parce que ça me permet de me concentrer sur autre chose. Par exemple, j'ai fait aussi pas mal de routes avec ma voiture, donc je peux écouter un livre audio en même temps, parce que sinon si je suis passagère, par exemple, je ne peux pas lire parce que, je suis malade. Donc voilà, je suis condamnée à regarder le paysage, même si c'est sympa, parfois ça me saoule, donc les livres audio, ça me sauve. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, c'était très long. En termes de langue de lecture, c'est un peu nul, j'aurais aimé lire plus en anglais, mais j'ai lu 5 livres en anglais, 28 en français. Pour l'instant, 0 en espagnol, mais je suis en cours sur un livre. J'allais dire, je vous en ai parlé. Non, c'est juste que moi, j'ai fait le petit bout de vidéo avant celle-ci, mais je suis en train de lire Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. C'est en gros une réécriture du Petit Chaperon Rouge, ou en tout cas une réécriture un peu plus moderne du Petit Chaperon Rouge à Brooklyn. Là, c'est un livre en espagnol que je suis en train de lire. Et après, en termes de genre, peut-être, vous voulez peut-être savoir le genre que j'ai lu. Alors, j'ai lu 2 classiques, un Cozy Mystery, 14 fantasy. J'ai lu beaucoup de fantasy depuis le début de l'année. 3 contemporains, 3 livres historiques, 4 mangas, un livre de non-fiction, une romance, un roman de SF et 3 jeunesses. Voilà, c'est une année sous le signe de la fantasy parce que pour je ne sais quelle raison, j'ai envie de lire beaucoup de fantasy. Peut-être parce que j'ai très envie de lire sur les pirates et que je classe ça dans fantasy parce qu'il y a souvent de la fantasy dedans. Peut-être que ma classification est pas ouf, mais écoutez, voilà, j'ai lu beaucoup de fantasy. J'ai fini mon petit point statistique, donc on va continuer avec les autres questions de la vidéo. Je vais reprendre mon
carnet, voilà. Du coup, la deuxième question, c'était ma meilleure lecture de l'année et comme je vous disais, j'ai pas eu une année exceptionnelle en termes de lecture. Depuis le début de l'année, j'ai pas eu d'immenses coups de cœur, mais j'ai des livres qui m'ont marquée et qui m'ont, beaucoup, beaucoup plu. Notamment, attendez que je vous le retrouve parce que j'ai tout posé sur ma table, mais pas dans le bon ordre. Il y a un livre que j'ai lu et que je me suis offert pour mon anniversaire, c'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer aux éditions Gulfstream. C'est un livre que j'ai énormément aimé. C'est une réécriture de Peau d'âne, évidemment, mais il y a plein d'autres références à d'autres contes. Et c'est une réécriture un petit peu, voire même beaucoup, sanglante, avec des tripes et des boyaux qui m'a énormément plu. J'ai très très hâte d'avoir la suite qui sort en octobre. J'ai vraiment adoré l'originalité du récit, le fait qu'on ait la figure du fou. J'en avais fait un petit reel sur Instagram, si jamais vous avez envie d'aller le voir. Mais en gros, je trouve que dans la fantasy, le fou n'est pas assez exploité et je trouve que c'est un personnage très intéressant parce qu'il a cet aspect où il est tout le temps là avec les puissants, mais il dit jamais rien, donc il a plein d'infos. Enfin, bref, je trouve que c'est un personnage très très intéressant de manière générale et je trouve qu'il est très bien traité dans ce récit et j'ai hâte d'avoir les évolutions de tous les personnages parce que là, on s'arrête sur quelque chose d'intéressant, mais qui mérite un second tome et c'est un dernier tome. J'adore le format duologie. J'ai hâte de lire la suite et je me le procurerai directement en octobre quand il sortira. Je ne sais pas encore quand, mais je sais que c'est en octobre. La troisième question, c'est la meilleure suite de saga et comme je vous le disais, j'ai pas lu de saga ou en tout cas de suite qui m'a vraiment interpellée. J'ai pas grand chose à vous dire pour cette troisième question. La quatrième, c'est la sortie qui me tente le plus, le tome 2 de Peau d'âme. Voilà. Honnêtement, je suis pas les sorties, donc j'en ai aucune idée de ce qui va sortir, de ce que j'ai envie de lire. Il y a juste Peau d'âme que je sais, donc voilà, je vais dire ça. Mais, mais honnêtement, je suis très très peu les sorties, donc je suis toujours à la bourre quand il s'agit de savoir ce qui va sortir. Il y a peut-être Catabasis de RF Kang qui va sortir en août, si je dis pas de bêtises, qui a l'air sympa, parce que du coup j'ai lu Babel, mais j'avoue que j'ai envie de lire Yellowface avant. Donc j'aimerais bien me le procurer, mais on va se calmer. Comme je vous disais, j'ai quand même déjà pas mal de livres dans ma pile à lire. Donc j'essaie de me restreindre. Pour l'instant, je vais pas lire Yellowface, mais il me fait très envie aussi. Donc voilà, peut-être RF Kwang. Il y a aussi La guerre du pavot de la même autrice qui a été republiée tout récemment là chez De Saxus. Donc peut-être que voilà, ce serait peut-être un livre de RF Kwang aussi qui me ferait envie. Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, j'ai pas trop de réponses pour ça. La cinquième question, c'est ma plus grande déception. Et là, ça me fait mal au cœur, mais c'est Les Sirènes de Emilia Hart aux éditions Les Escales. Honnêtement, j'ai été tellement, tellement heureuse de lire un livre de Emilia Hart parce que j'avais adoré La Maison au sortilège et cette couverture est absolument magnifique, mais je vous en parlerai dans la dernière question. J'ai été énormément déçue parce que j'ai tout deviné, mais très vite. Et d'habitude, je ne devine rien. Je me laisse souvent porter, mais là, je trouvais que c'était tellement gros que j'avais toutes les réponses, mais très vite. Et enfin, je sais pas, j'étais à un tiers du récit et j'avais déjà des idées qui se sont révélées justes. Et en fait, même si j'avais eu toutes les réponses, peut-être que l'exécution aurait pu me tenir en haleine, mais là, je trouvais que c'était assez simple et peut-être un peu trop rushé parce que on a plein de résolutions et tout s'enchaîne assez vite, mais sans que ce soit assez exceptionnel. Et vraiment, je suis restée sur ma faim. Toutes les révélations viennent très vite et la construction est assez simple. Enfin, vraiment, je m'attendais à tellement mieux et ça aurait pu être tellement plus creusé. Et là, ça retombait vraiment comme un soufflet et je me suis dit, mais en fait, tout ça pour ça. Et j'étais trop déçue et vraiment, j'étais vraiment triste de ne pas avoir aimé parce que je voulais apprécier. Et en soi, l'histoire, de manière générale, est vraiment chouette. On va suivre du coup Lucie, qui est une jeune femme à l'université et qui se réveille avec les mains autour du cou d'un jeune homme avec qui elle a eu des relations et qui lui a fait une énorme crasse. Et du coup, en fait, elle a fait une crise de somnambulisme et voilà, elle se retrouve à l'étrangler. Sympa, non? Et bon, bref, elle fuit le campus pour éviter les problèmes et rejoindre sa sœur. Sauf que quand elle arrive chez sa sœur n'est pas là, donc elle va essayer de la retrouver. Et en fait, sa sœur vit dans un lieu avec pas mal d'histoires, d'étranges, de disparitions inquiétantes, etc. Donc bref, elle va essayer de retrouver sa sœur. En parallèle, on va suivre Mary et Elisa, ces deux sœurs dans les années 1800 et quelques, je sais plus exactement,
mais en gros, dans ces années 1800, elles vont être envoyées sur un bateau avec plein d'autres femmes qui ont commis des crimes parce qu'elles se sont défendues généralement contre des hommes. Et bref, voilà, ces deux histoires vont être liées et je trouve que même ce lien entre ces deux pans de l'histoire était un peu maladroit et j'ai trouvé que l'exécution était pas hyper bien faite, malheureusement. La sixième question, c'est ma plus grande surprise et j'ai mis Cathy Carr de Suzanne Coolidge aux éditions Novel. Pour une question de transparence, je vais vous dire que c'est un service presse et qui m'a été envoyé gratuitement. Mais en fait, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je savais que Lucie avait beaucoup apprécié. Moi, je suis tombée amoureuse de cette couverture. Je la trouve absolument magnifique. Et du coup, je savais que ça me donnait une vibe de Anne et c'est ce qui était écrit, enfin pas ce qui était écrit au dos, mais ce que j'avais vu sur internet. Enfin si c'est écrit au dos, mais je l'avais pas lu le résumé. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout. Et en fait, je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surprise. Je m'y suis plongée en me disant c'est un petit livre d'un récit initiatique d'une petite fille et je savais pas du tout le résumé et franchement ça m'a agréablement surprise parce que du coup ici on va sur Cathy et sa famille. Du coup Cathy a 5 frères et sœurs, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, ils sont 6 en tout et ils vivent avec leur papa. La mère de Cathy est décédée après avoir donné naissance à son dernier frère. Donc Cathy vit avec son père, ses frères et sœurs et sa tante, du coup la sœur de son père. Et c'est du coup la sœur de son père qui les élève. Et en fait, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié parce que les enfants, du coup Cathy et ses frères et sœurs, ont beaucoup de liberté et vivent un peu leur vie comme des enfants lambda qui vont jouer dans la forêt, faire des cabanes, enfin inventer des jeux rocambolesques. Et c'est une petite fille qui n'a pas ce côté très strict de il faut que tu sois une petite fille modèle. Enfin, c'est sa tante essaie tant bien que mal de lui inculquer ça, mais son père lui dit tout simplement que c'est des enfants et qu'ils ont besoin d'aller jouer et de se dépenser. Et si je l'ai peut-être pas dit, mais c'est dans les années 1800, ouais, dans l'Amérique rurale du 19e siècle. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a certaines conventions qui ne sont pas forcément respectées. Enfin bref, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup apprécié et on n'a pas ce côté où Cathy est pressée par le mariage, les enfants, et on n'a pas tout ce carcan-là qui était le carcan de l'époque. Donc ça a été aussi une très bonne surprise. Et il y a un événement précis qui va bouleverser un peu la vie de la famille. Et il y a une grosse, grosse évolution des personnages, et notamment du personnage de Cathy, que j'ai énormément aimé. J'avais pas lu la quatrième, et en fait, c'est mentionné dans la quatrième qu'il se passe quelque chose. Donc, je vous invite à pas le lire et à découvrir ce que c'est. Et j'ai trouvé que cette évolution était vraiment agréable, et on sent que Cathy est plus peut-être investie dans la vie de famille qu'elle ne l'était auparavant, où c'était peut-être une petite fille un petit peu plus égoïste qui voulait un peu juste ses plaisirs d'enfant, ce qui est compréhensible aussi. Mais cet événement fait que, et franchement, c'est une très bonne surprise que j'ai vraiment appréciée. Ça s'est lu tout seul. Et bah, voilà, par exemple, c'est aussi un ouvrage absolument magnifique que j'aime énormément. Et c'est une nouvelle collection chez Novel où ils vont ressortir des classiques américains, si je dis pas de bêtises, des classiques jeunesse américains. Donc voilà, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je suivrai avec attention leurs nouvelles sorties parce que je les trouve très très beaux. La septième question, c'est mon ou ma nouvelle auteurice préférée. Et bah, honnêtement, j'en ai pas trouvé qui me soit venue en tête assez facilement, mais j'ai lu toute la saga de, j'allais dire Pierre d'Angle, pas du tout. J'ai lu toute la saga du Paris des Merveilles, qui est écrit par Pierre Pével, et j'ai énormément aimé tout l'univers, donc je dirais Pierre Pével pour ça, parce que j'ai adoré l'univers qu'il a créé dans du coup je veux dire Pierre d'Angle depuis tout à l'heure, c'est pas ça, le Paris des Merveilles, c'est pas possible. Donc oui, j'ai aimé tout l'univers qu'il a créé dans le Paris des Merveilles. C'est un côté très art nouveau. Enfin, il y a tout l'univers me parle et je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Dans cette histoire, on va suivre pas mal de personnages, mais majoritairement Louis Griffon ou Louis de Griffon. Non, Louis Griffon et Isabelle de Saint-Gilles. Et en gros, va y avoir des choses qui se passent dans ce Paris un peu alternatif où la magie côtoie le quotidien.
et ils vont résoudre des énigmes et ça m'a énormément plu. C'est probablement très, 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 très mal résumé, mais je trouvais que tout l'univers autour, l'univers visuel et l'univers de la magie avait été tellement original et enfin j'ai franchement c'est un livre que je m'imaginais extrêmement bien, tellement les descriptions sont fournies et qui elle nous indique vraiment ce qu'on doit voir. Enfin, voilà, je trouvais que c'était tellement bien décrit qu'on pouvait s'y l'imaginer très, très facilement et quand j'en parle, j'ai encore des souvenirs de la saga qui me viennent en tête. Je pense que j'aimerais me l'acheter et me la relire un jour parce que je l'ai toute prise sur Audible, et j'ai quasiment tout lu, enfin tout écouté. En tout cas, j'ai adoré la personne qui, a lu tous les livres. J'ai trouvé qu'elle avait, le bon ton, enfin bref. J'ai énormément, énormément aimé, cette, saga et cet univers. Donc pour ça, je dirais que mon nouvel auteur préféré, c'est Pierre Pével. Ensuite, c'est mon personnage préféré et honnêtement, j'ai pas énormément de personnages qui m'ont vraiment marquée, mais il y a un manga que j'ai commencé à lire et j'avais déjà vu l'animé et j'aime énormément les personnages, je vous le montre tout de suite. Ce manga, c'est Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. Donc là, c'est les éditions Perfect et c'est un cadeau de Lucie qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Et honnêtement, j'ai pas un personnage préféré, je les aime tous énormément. J'adore les frères Elric, du coup Edward et son frère Alphonse. J'aime aussi énormément l'alchimiste Flamme, comment il s'appelle déjà? Le colonel Mustang que j'aime énormément. J'aime beaucoup Wendy, j'aime beaucoup Scar. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de personnages que j'aime énormément, que j'ai aimé aussi détester, comme par exemple Lust. Non, pas Lust. Enfin, si, Lust, j'ai trouvé que c'était un bon personnage, mais j'ai encore plus détesté Envy, je pense. Mais en fait, j'aime énormément quasiment tous les personnages. Oui, si je vous en parle avec autant d'affirmations, c'est juste que en lisant ce premier tome, ben je me suis refait tout, le manga, enfin tout, l'animé derrière. Donc voilà, et puis j'avais déjà vu une première fois l'animé, là c'était mon deuxième visionnage et je crois qu'il fait partie de mes animés préférés maintenant, depuis que je l'ai revu. Avant il y avait Hunter x Hunter, mais là, je crois qu'il y a celui-ci aussi. Bref, j'ai énormément aimé, plein des personnages. Je vous fais pas l'affront de vous faire le résumé parce que je sens que ça va être très mauvais, donc je préfère que vous le découvriez comme ça. Juste, il y a pas mal de sang, donc bref, vous serez au courant si jamais vous avez envie de le lire. La neuvième question, c'est un livre qui m'a fait pleurer et étonnamment, j'ai assez peu de livres qui m'ont fait pleurer cette année. Pour une grosse chialeuse comme moi, c'est étonnant, mais il y en a un qui m'a quand même fait verser beaucoup de larmes. J'avais déjà versé beaucoup de larmes pour un de ses livres précédents. Je vous laisse deviner qui est l'autrice. Il s'agit bien sûr de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. J'ai beaucoup pleuré sur la fin. Je n'étais pas trop embarquée au départ. Pour vous faire un très rapide résumé, parce que j'en ai parlé dans 2 vidéos déjà, je vous les mettrai dans le petit et dans la barre d'infos. En gros, ici, on est à Breathitt, dans l'Ohio, dans les années 80. Au début de l'histoire, Autopsy Bliss, le procureur de la ville, va publier dans le journal une invitation pour le diable pour qu'il se rende à Breathitt et qu'il rencontre Autopsy. Et quelques jours après, il y a effectivement un petit garçon qui arrive, un petit garçon noir qui arrive et qui se présente comme le diable. Et va s'en suivre toute une série d'événements sous une chaleur écrasante et je vous laisserai découvrir le reste. Je vous en ai déjà parlé, je vous dis qu'il y a quand même pas mal de trigger warning, notamment du racisme, gros trigger warning sur le racisme, des violences en tout genre, violences physiques, psychologiques, voilà, de l'homophobie. Il y a plein de choses dans ce livre, mais c'est un Tiffany McDaniel et il y a souvent des violences. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le personnage de Sal, donc le petit garçon qui dit être le diable. Et il m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé que c'était un personnage assez qui avait des réflexions assez nuancées, ce qui n'est pas le cas, je trouve, des autres personnages qui ont des avis beaucoup plus tranchés. Et j'ai trouvé que c'était le personnage qui a été le plus sensé et qui a été le plus réfléchi, malgré son âge. Voilà, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et la fin, franchement, les 10 derniers chapitres m'ont achevé parce que, comme dans Betty, qui est juste derrière moi, il y a une escalade de la violence et les 10 derniers chapitres
sont des crève-cœurs. Honnêtement, j'ai pleuré, beaucoup, beaucoup pleuré sur ces 10 derniers chapitres et je pense qu'il ne me restera pas autant en mémoire que Betty, mais je vous avais dit au moment où je l'avais terminé, parce que je l'avais lu dans le cadre d'une vidéo, que j'étais pas autant imprégnée que pour Betty, mais a posteriori, il me reste quand même pas mal en tête. Donc il a fait quand même bien son travail en me crevant le cœur et en lui laissant une marque indélébile. Il n'y avait pas de problème. La 10e question, c'est un livre qui m'a rendue heureuse. Et ce qui m'a rendue heureuse, c'est de faire une relecture. J'ai adoré relire la saga The Prison Killer, que j'ai enfin en ma possession. J'étais trop contente. Je l'ai tout relu en anglais, parce que j'avais lu que le dernier tome en anglais, puisqu'au moment où j'avais terminé le second, celui-ci n'était pas encore paru en français. Désormais, toute la trilogie est disponible en français. Et j'ai adoré me replonger avec Kiva dans le premier tome. Et puis j'ai adoré suivre toute cette évolution. J'aime encore énormément The Gilded Cage. J'aime tout de cette saga. Je sais qu'il y a des défauts dans cette trilogie et je peux comprendre pourquoi certaines personnes n'apprécient pas. Mais malgré le fait que j'ai vu les défauts cette fois-ci, je l'aime toujours autant, je passe outre et en fait je passe toujours un très bon moment à lire The Prison Healer. Ce sera probablement pas ma dernière relecture parce que vraiment j'ai énormément aimé le relire. Et comme pour Pierre Pével, c'est des descriptions et une ambiance où j'ai été plongée à l'intérieur et que je relis avec beaucoup de plaisir, qui me reste en tête. J'ai vraiment des paysages de la prison en tête. Je trouve que c'est assez marquant. J'arrive quand même facilement à me faire des images en tête quand je lis quelque chose. Au début, c'était un pas trop le cas avec la fantasy. J'avais toujours un peu de mal à me projeter, mais plus trop maintenant, donc je suis contente. Et là, notamment, The Prison Killer, c'est l'une des premières fantasy young adult que je me suis dit, c'est bon, je vais le lire. Et j'ai été tout de suite plongée dedans. Je me suis vraiment bien remis en tête. Enfin, je me suis bien représenté la prison parce que je sais plus. Est-ce que je vous fais un résumé? On va dire que oui. Écoutez, je vais essayer de vous faire une petite traduction à vue parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire de résumé alors que je le connais très bien, le résumé. Mais bon, bref. Kiva Meridan est une survivante. Après avoir passé 13 ans à travailler comme guérisseuse dans la très célèbre prison de la mort Zalindov, elle n'a qu'un seul objectif, rester en vie. Sauf qu'un jour, la reine rebelle arrive à la prison dans un état critique et Kiva reçoit ce message: ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Lorsque la reine est condamnée à passer la série impossible des 4 éléments de magie, Kiva se porte volontaire à sa place. Si elle réussit, elle et la reine rebelle auront leur liberté garantie, gagneront leur liberté, c'est plus simple. Sauf que personne n'a jamais survécu. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. C'était peut-être pas très bien traduit, mais écoutez, j'espère que vous aurez eu l'essentiel du message. C'est que il faut lire cette saga et que c'est génial. Voilà. Et enfin, la dernière question, c'est le plus beau livre que j'ai acquis cette année. Et j'en ai mis 4. Le premier, j'ai mis Carcoma de Leila Martinez aux éditions du Seuil. Et en fait, j'aime énormément cette couverture. Je trouve que c'est une esthétique enfin, c'est une esthétique qui me plaît, tout simplement. Et pour vous parler un petit peu du résumé, c'est déjà un roman traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon. Et pour le résumé, c'est: aux abords d'un village de Castille, une maison frémissante semble réagir aux moindres faits et gestes de ses habitantes. Porte qui claque, bruit de meubles qu'on traîne, âmes défuntes qui s'accrochent aux mollets et que l'on écrase pour les tenir en respect. 4 générations se succèdent entre ces murs. Dans cette famille, ce ne sont pas les bijoux ou la tendresse qu'on se transmet de mère en fille, mais les rancœurs, la jalousie, la douleur, la carcoma qui ronge, qui ronge, qui ronge. Derrière les apparitions et les sorts jetés en sourdine se cache une histoire bien réelle et d'une violence inouïe. Avec 1000 nuances, Laila Martinez en explore chaque facette et plonge le lecteur dans un récit aussi glaçant que puissant. J'ai l'impression que la maison va être un élément principal et même peut-être un personnage à part entière. Je ne l'ai pas encore lu, c'est un peu bête puisqu'il ne fait que 155 pages. Il faudrait que je m'y mette. Peut-être que c'est pas mal de le lire en été.
En tout cas, cette couverture fait très estivale. Ensuite, celui que je voulais vous montrer, je vais vous le montrer très rapidement parce que j'en ai déjà parlé, Les Sirènes de Emilia Hart, parce que je trouve que c'est absolument magnifique. Cette couverture, attendez, je vous ai pas dit qui avait fait la couverture de Carcoma. Est-ce que j'ai l'information quelque part? Bon, bah celui-ci, je ne sais pas qui a fait la couverture, je suis désolée. Mais pour Les Sirènes, c'était, je crois que vu que j'ai déjà fait la vidéo, je me souviens que c'est Hocus Pocus Création. Voilà, c'est ça, je suis trop forte. Et qui a fait aussi la couverture de son précédent roman, La Maison au sortilège. Et celui-ci, je trouve que c'est magnifique. Je trouve l'univers graphique absolument incroyable. C'est d'autant plus pour ça que je suis déçue de ne pas avoir aimé. Mais vraiment, je sais pas, je trouve cette couverture qui est absolument incroyable. Et le fait que ce soit en argenté, là, j'aime beaucoup. Bon, du coup, c'est pas une dorure, c'est une argenture. Je sais pas. C'est un livre que je trouve particulièrement beau. Ensuite, le troisième dont j'ai envie de vous parler, un petit roman de SF, Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions La Talente. Il a un peu morflé, pour une raison, je pense, simple, ça doit être mon chat. Parce qu'il s'amuse à aller sur la bibliothèque et il est probablement pris un coup. Bref, on s'en fiche, mais je trouve que cette couverture est très très belle. J'aime beaucoup. Il y a eu une réédition d'ailleurs avec une édition où les 2 tomes sont réunis, mais j'avoue que j'aime moins. Je préfère les couvertures des 2 tomes indépendants. Le deuxième tome aussi, je trouve que la couverture est très très belle. Voilà. Je ne l'ai pas encore en ma possession, je ne l'ai pas encore lu. Pour vous dire qui a fait la couverture, est-ce que j'ai le... Déjà, c'est traduit de l'anglais par Marie Surgers. Je pense qu'on dit comme ça, ou Surgé, je ne sais pas exactement. Illustration de couverture, Féfé Ruan ou Ruan. Conception graphique, Léraf ou Yéraf. Je vous montre. Voilà, donc vous avez juste ici les noms. Je suis pas sûre d'avoir bien prononcé, donc je préférais vous montrer. Mais voilà, c'est une couverture que j'aime beaucoup. Je la trouve magnifique. J'ai pas trop d'autres mots, mais j'aime bien en tout cas cette petite échoppe que je trouve très mignonne. Pareil, le robot, je le trouve très mimes. Même toute la couverture, je trouve qu'elle est très cohérente avec le propos et qu'elle va vraiment bien avec ce qui est dit dans le livre. La couverture est douce et c'est assez doux dans le livre aussi. Et il y a ces chemins qui représentent vraiment bien, je trouve, les chemins qui sont parcourus. Et je trouve que ça fait un peu la volute du thé, parce que du coup, Dex est moine de thé. Et bref, j'aime beaucoup cette conception, je la trouve très très belle. Et le dernier que je veux vous montrer, que je trouve particulièrement beau, c'est Les âmes pirates de J.K. Grass, ou J.K. Gras, parce que je crois qu'elle est française, cette autrice, mais je ne sais pas comment on prononce. C'est aux éditions Les Hérons d'Argent. C'est un livre en dur. Et en fait, il y a déjà cette couverture que je trouve très très jolie, le dos aussi, le derrière, euh, un jaspage. Moi, je suis pas très fan des jaspages, donc ça me fait ni chaud ni froid. Mais il y a aussi une carte. Les deux pages de garde, c'est les cartes qui sont en couleur. Et il y a des illustrations au début, aussi en début de chapitre, des en-têtes. Et il y a des illustrations pour chaque voyage. Voilà. Tout ça fait que je le trouve absolument magnifique. Et la dernière fois que j'ai voulu le tourner, je l'ai shooté contre ma table. Voilà. Je l'ai défoncé. J'ai un peu le seum, mais écoutez, tant pis. Pour vous dire qui a fait quoi, les couvertures, page de garde et jaspage, c'est Vincent Habitane. Et les illustrations à l'intérieur, c'est Nicolas Jamonot. J'ai déjà entendu son nom à lui. Je crois qu'il a fait pas mal de couverture de fantaisie ou d'illustration. Mais voilà, je trouve particulièrement beau. J'aime énormément cet objet. Même si l'histoire à l'intérieur ne m'a pas complètement convaincue, je le garde parce que déjà, c'est sur les pirates et il est très beau. Voilà, et que j'ai de la place.
Je suis désolée pour la luminosité qui devait être assez approximative, mais mon téléphone se fait un peu vieux, donc bon, l'image est peut-être pas au top. Je n'étais pas là pour vous dire ça, mais pour vous dire que la vidéo est terminée. J'ai terminé de vous présenter, tout ce que j'ai lu, ou en tout cas j'ai répondu à toutes les questions. Ah sinon, il y a une question que je voulais rajouter, que j'ai vue sur la chaîne de, Pauline, de la chaîne Bookin. J'ai regardé son Meet Your Freak Out Book Tag. La question c'était un moment qui a marqué ma vie de lectrice en 2025 depuis le début de l'année. Je pense et je suis sûre même que le moment qui m'a marqué depuis le début de l'année, c'est la retraite de lecture qu'avait organisée Marion de la chaîne Snodza, parce que j'ai pu la revoir. Je l'avais rencontrée une première fois quelques temps auparavant quand elle était allée à Rennes et du coup j'avais pu aller la rencontrer à ce moment-là. Et j'ai rencontré aussi tout plein d'autres personnes avec qui je discute depuis quelques temps maintenant, puisque ça fait un petit moment maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Et on a tous pu se rencontrer et la maison de Marion est vraiment trop cool parce que on a de la place, c'est en pleine nature et franchement c'était incroyable. Elle nous a régalé, elle fait tellement bien. La cuisine, c'était absolument génial. Et j'espère qu'on a pu aussi la gâter en livre et que ça lui a fait plaisir. Je pense que oui, vu les vidéos que j'ai vues, mais j'étais trop contente de faire cette retraite de lecture. C'était une trop bonne idée de faire ça. Ça m'a fait trop du bien. J'étais trop contente. J'ai pas trop d'autres mots, mais vraiment c'était génial de passer du temps avec des personnes avec qui on discute sur les réseaux sociaux, qu'on a envie de rencontrer, qu'on a parfois des goûts en commun, parfois des désaccords de lecture, mais juste parler et discuter pendant très longtemps. Et honnêtement, une retraite de lecture, on n'a pas beaucoup lu, mais c'était pas bien grave. On a beaucoup parlé et c'était génial. J'ai envie d'y retourner. Marion, refais une deuxième, s'il te plaît. J'ai trop envie. Je remercie encore une fois Marion d'avoir eu cette idée, de nous avoir organisé tout ça et tous invités. Je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle a été votre meilleure lecture de l'année, vous faire votre petit Meet Your Freak Out Book Tag. Je vous mettrai les questions en barre d'infos si jamais vous avez envie d'y répondre. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!